D'accord. Ben, aujourd'hui, on va voir les principes et les théorèmes de la dynamique newtonienne. Ben, en fait, c'est un chapitre facile. C'est des choses que vous avez déjà vues en mécanique du point matériel. Ici, on va faire juste la généralisation à un système formé d'eau solide. D'accord? Alors, je préfère commencer par un peu d'histoire. Hein. On étudie la dynamique. Et la dynamique, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude du mouvement d'un système matériel, d'un système mécanique, en tenant compte des causes, c'est-à-dire des actions ou bien des efforts. On va voir ces notions de force et de moment. Et par étude du mouvement d'un système, hein, on entend, c'est la détermination de la trajectoire connaissant les efforts ou bien les actions mécaniques. Ou bien l'inverse, comme l'a fait Newton à l'époque. Il connaissait la trajectoire des planètes, hein, il connaissait la trajectoire et il déduisait la force. Hein, F est égal à M1, Gm1, M2 sur R carré. Il l'a déduit à partir de la trajectoire qu'il connaissait, elle était elliptique. D'accord? Donc, il y a deux choses. Soit on connaît les causes, on déduit la trajectoire, ou bien on connaît la trajectoire et on déduit les actions mécaniques, les efforts. Alors, le moyen d'étude, c'est les principes de la dynamique, hein, qui ont été proposés. C'est un ensemble de lois que vous connaissez, il y en a trois, qui ont été proposées par le génie de la science. Isaac Newton, hein, il n'est pas parti du vide. Il s'est basé sur les travaux de géants prédécesseurs, comme il le reconnaît lui-même en disant « Pour voir loin, je me suis mis sur les épaules de géants ». C'est lui qui dit ceci. « Sur les épaules de géants », c'est une citation que vous trouverez dans toutes les revues. Alors, certainement parmi ces géants, il doit y avoir un nom que vous connaissez bien, c'est Copernic, qui a initié une révolution où il a proposé un modèle, un nouveau modèle, où la Terre il tourne autour du Soleil et que c'est le Soleil qui occupe le centre de l'univers. Contrairement au modèle qui régnait avant, le modèle de Ptolémée, qui plaçait la Terre au centre de l'univers, qu'il était immobile. Et je tiens à dire que ce modèle, le modèle de Ptolémée, il était adopté par le pouvoir politique à l'époque, incarné par l'Église, comme étant une vérité absolue. Et quiconque ose le mettre en cause, vous savez très bien, il le paye très très cher. Et un des premiers à payer cher de sa vie, c'est Bruno Giordano. Il a été brûlé malheureusement vivant à l'époque. Il n'y a que quelques années que l'Église a reconnu les torts qu'il avait commis aux scientifiques, notamment Bruno Giordano, et on lui a dédié une statue à Rome. Alors, un autre géant, c'est Tycho Brahe. Tycho Brahe, il a utilisé un télescope géant et il a laissé des tables de mesure sur les positions des planètes. D'accord? Et son étudiant Kepler, il va prendre ces tables de mesure pour déduire trois lois empiriques qui portent son nom. Alors, la première loi, il dit que chaque planète, elle décrit une ellipse et le Soleil occupe un des foyers. La deuxième loi, c'est la loi des airs, qui dit que l'air balayé par le vecteur position, Soleil, planète. Lorsque la planète elle se déplace, le vecteur position Soleil-planète, il décrit une aire proportionnelle au temps. Et la troisième loi de Kepler, c'est le cube du grand demi-axe divisé par la période au carré était une constante indépendante des planètes. Et il y a aussi Galilée qui va introduire, qui a été l'un des pionniers à introduire la méthode expérimentale en dynamique. On va voir par la suite qu'il utilisait des plans inclinés. Il regardait ce qui se passe pour les mouvements des boules. Alors, on a dit que la dynamique, c'est l'étude de mouvement en tenant compte des actions. On va maintenant définir et voir comment représenter les actions mécaniques. En fait, une action mécanique ou bien un effort, c'est tout simplement une action mécanique exercée par un corps sur un autre. C'est quoi? C'est toute cause capable de modifier le mouvement d'un corps, d'un système, maintenir un corps en équilibre ou bien déformer un corps. Alors, on admet, c'est une action
on admet que toute action mécanique exercée par un système sur un autre, par un solide sur un autre, il est globalement, je dis globalement, représenté par un torseur. Un torseur défini par une résultante et un moment. Le torseur, hein, on le note comme ceci, une résultante et un moment. D'accord? On a un point. Alors, vous savez que le produit scalaire R scalaire MA est un invariant du torseur. Et lorsque l'invariant est égal à 0, on parle, hein, de champ particulier, d'action particulière. Ici, R est égal à 0, l'action, elle correspond à un couple. D'accord? Et lorsque la réaction est différente de 0, l'action correspond à un glisseur ou bien tout simplement à une force. Et lorsque l'invariant il est différent de 0, l'action elle est quelconque. Alors maintenant, on va voir les principales actions mécaniques dont on aura besoin par la suite. Alors, et la première, c'est l'action de la pesanteur. Alors, si vous avez un solide, un système matériel, sigma, hein, chaque particule, hein, Z est la verticale, chaque particule P de masse D de M, il va subir une force due à la pesanteur D de F qui est égale à G de M. Alors maintenant, pour la résultante, c'est la somme de toutes les forces subies par chaque particule. Donc, ce qu'on fait, c'est l'intégrale de D de F. Et ça est égal à l'intégrale de G de M. Donc, ça fait M fois G, c'est le poids. Alors, si je veux calculer maintenant le moment en un point A quelconque, le moment de l'action de la pesanteur, ça va faire AP vectoriel D de F. Chaque particule, il va subir un moment AP vectoriel D de F. D'accord? Et le moment global, le moment résultant, c'est l'intégrale de AP vectoriel df. Et ça donne l'intégrale de AP vectoriel G dm. Alors, G, on suppose que c'est une constante au voisinage de la surface de la Terre. Hein? Donc, ça, hein, G, il sort de l'intégrale, il nous reste l'intégrale de AP dm. Et ça va faire l'intégrale de AP, c'est M à G, vectoriel G. Alors, si on déplace M vers G, ça va donner à G vectoriel P. D'accord? Donc, la résultante, c'est P, et le torseur, c'est, au point A, c'est AG vectoriel P qu'on réunit ici, dans ce torseur-là. Alors, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs d'intégrale. En fait, le point, il agit au centre. Donc, la résultante, c'est P. Et si vous avez besoin de calculer le moment, hein, vous faites AG vectoriel P tout simplement. Alors, vous voyez l'invariant P scalaire le moment est égal à 0. P scalaire HG vectoriel P, ça donne un 0. Comme P est différent de 0, c'est un glisseur. C'est un glisseur dont l'axe il passe par le centre de gravité et de vecteur, hein, directeur J. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la seconde action mécanique qu'on utilise souvent, c'est l'action d'un ressort. Hein, parce qu'on a toujours des ressorts. Alors, si vous avez un solide, hein, un système sigma, attaché au mur par un ressort, hein, un ressort de constante de raideur, de caractéristiques de constante de raideur K et de longueur à vide L0, hein, à un instant, il est en mouvement, d'accord, de longueur L. Alors, la force exercée par le ressort, c'est K delta, moins K delta L. Donc, c'est moins K, L moins L0, suivant X. Alors, maintenant, pour le moment, suivant X, X c'est le sens du déplacement. Alors, le moment au point A, ça va être AP vectoriel F, et ça donne 0. Donc, le torseur, il est donné ici. D'accord? L'invariant est égal à 0, donc c'est une action particulière, mais comme R est différente de 0, ça correspond à un glisseur. D'accord? C'est une force. Alors, normalement, en TP, vous devez voir un autre torseur, c'est le torseur de torsion, qui lui, il exerce un couple. D'accord? Vous avez ici un torseur, un ressort de torsion, qui lui, il exerce un couple avec une résultante qui est égale à 0. Le couple, il est donné ici, moins 7θ. Et ça, c'est une constante. Θ, c'est l'angle de rotation de cette tige-là. D'accord? Ici, c'est une constante, c'est la constante de torsion du ressort.
Alors maintenant, on va passer maintenant au frottement de courant. Si vous avez deux solides, S1 et S2, S1 et S2 en contact, comme ce qu'on a vu lorsqu'on a défini la vitesse de glissement, si vous avez deux solides S1 et S2 en contact, là, on suppose qu'en contact, on a un point I, on suppose qu'il y a un plan tangent, c'est-à-dire que les surfaces qui sont régulières. Alors, le solide S1, puisqu'ils sont en contact, S1 va exercer sur S2, hein, contact ponctuel, une réaction en un point I. Alors, la réaction, là, peut être décomposée comme étant une action normale et une tangentielle sur le plan. D'accord? Donc, R peut être décomposée comme étant T suivant la tangente et N suivant la normale. Alors, les lois de Coulomb, ils sont obtenues à partir d'expériences. Hein, ce sont des lois empiriques qui ne sont pas démontrées. Hein, ils sont déduites à partir d'observations. Et Coulomb, il a remarqué que si la vitesse de glissement elle est égale à 0, T, hein, T la réaction tangentielle, il est inférieur à F fois N. Et F, c'est le coefficient de frottement. Hein, il est sans unité, sans dimension. D'accord? Donc, si la vitesse de glissement est égale à 0, la valeur absolue de la réaction tangentielle, la valeur absolue de T, il est inférieur à Fn. Et on a remarqué aussi, si la vitesse de glissement il est différente de 0, la valeur absolue de T est égale à Fn. Donc, ici, on a égalité, là, on a une inégalité. Ici, ça, c'est différent de 0. Donc, ici, on a égalité tout simplement pour la prendre. Alors, maintenant, vous avez ici la valeur absolue de T est égale à F fois N. F fois N, mais est-ce que c'est plus, T est égal à plus ou moins Fn? En fait, là, je vous donne une remarque. Hein, si la vitesse de glissement est égale, hein, la composante de la vitesse de glissement suivant taux, hein, la loi, il dit que la vitesse de glissement et T sont de sens opposé. D'accord? Autrement, si cette vitesse de glissement il est positif, T est égal à moins. Ici, la vitesse de glissement il est négatif, T est égal à plus Fn. Ici, je vous donne un exemple, l'exemple de la roue qui roule sur un axe horizontal, hein, ce qu'on l'a déjà vu. Alors, on a vu que la vitesse de glissement est égale x point plus a θ point suivant l'axe des x. Hein, ça, c'est la vitesse de glissement. Alors, les lois de Coulomb se résument ainsi. Si x point plus a θ point est égal à 0, la valeur absolue de t est inférieure à Fn, ou égale à Fn. Parce que là, vous remarquez que hein, c'est une inégalité. En fait, on ne détermine pas t dans ce cas. C'est que t, il reste inférieur à Fn. Ici, la vitesse de glissement, il est différente de 0. Hein, la valeur absolue, la loi de Coulomb, il vous dit que la valeur absolue de t est égale à Fn. Et on distingue deux cas. Si x point plus a θ point, il est positif, t est égal à moins Fn. Si x point plus a θ point est inférieur à 0, t est égal à Fn. En fait, t et la vitesse de glissement, ils sont toujours de sens opposé. Alors, oui, vous avez une question? Monsieur. Oui. Monsieur, que signifie F de N? Je n'ai pas compris. Dans le diapo Précédent. Oui. Ici, le F, j'ai dit que c'est un coefficient de frottement. Il dépend des surfaces qui sont en contact. Hein, il est déterminé hein, expérimentalement. C'est bon? C'est bon, monsieur. Alors, maintenant, on va voir hein, les expériences qu'a réalisées Galilée sur les plans inclinés hein, et que va exploiter par la suite Newton. Alors, on raconte que Newton, Galilée, il prenait un plan incliné hein, en face duquel il mettait un autre plan incliné et il lâchait des boules. Hein? Ben, les boules, elles descendaient, puis elles remontent.
d'accord? Il lâchait des boules, les boules, elles descendent, puis ils remontent. Ben, ils remontent sans jamais atteindre la boule. Hein? Ils montent, ils remontent, puis ils s'arrêtent. Ben, les boules, elles s'arrêtent sans jamais atteindre le niveau initial. Mais elles tendent vers ce niveau initial. C'est ce qu'il a remarqué Galilée. Et puis, il a pris en face du plan, à côté du plan incliné, il a placé un plan horizontal. Il lâchait sa boule, il remarque que la boule, elle descend, il se déplace, puis il s'arrête. Ben, il a pensé à frotter le plan horizontal pour le rendre plus lisse. Hein, il frottait le plan incliné pour qu'il devienne plus lisse. Ben, qu'est-ce qu'il a remarqué? Plus la surface est lisse, plus les boules ils vont plus loin. Voilà, en gros, ce que ça donne, c'est ces expériences de Galilée sur le plan incliné. Donc là, il va déduire deux remarques très importantes. La première, il va dire que normalement, si la surface elle était parfaitement lisse, la boule ne devait pas s'arrêter. Et il va dire que sur un plan horizontal, le mouvement il est rectiligne uniforme. D'accord? Autrement, et la deuxième remarque, il va dire que les boules, pourquoi les boules, elles s'arrêtent maintenant, vous le savez très bien, elles s'arrêtent à cause des frottements. D'accord? Alors, ces deux conclusions, elles vont être reprises par le génie Newton. Hein? Alors, pour la première conclusion, sur un plan horizontal, le mouvement est rectiligne uniforme, il va prendre cette conclusion, il va remplacer sur un plan horizontal par dans un repère galiléen. Et le mouvement est rectiligne uniforme, il va le diviser en deux parties. Il va distinguer le repos et le mouvement. Il va dire que si le corps, si la boule il est en repos, il va rester au repos. S'il est en mouvement, il va rester en mouvement, demeurer en mouvement rectiligne et uniforme. C'est ce qui donne le principe d'inertie. Il va le donner sous cette forme-là, dans un référentiel galiléen. Si un corps isolé ou pseudo-isolé, c'est le cas ici. C'est le cas de cette boule-là. Vous avez la réaction et vous avez le poids. Le corps, il est pseudo-isolé. Évidemment, s'il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement. Pardon? Donc, il va dire que si un corps isolé ou pseudo-isolé, il est au repos, s'il n'y a pas de force, il reste au repos. S'il est en mouvement, il garde un mouvement rectiligne et uniforme. D'accord? C'est ce qui peut arriver sur une surface parfaitement lisse, où il n'y a pas de frottement. D'accord? Donc, il va dire que dans un repère galiléen, c'est un corps isolé ou pseudo-isolé est au repos, il reste au repos. S'il est en mouvement, il garde un mouvement rectiligne et uniforme. Là, je vais donner quelques définitions. Un système isolé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action extérieure. C'est le cas dans notre boule s'il n'y a pas de frottement. Non, plutôt. Système pseudo-isolé, les actions extérieures, elles existent, mais leur résultante est égale à zéro. Leur torseur, il est nul. C'est le cas dans notre boule s'il n'y a pas de frottement, la réaction R plus P, ça donne 0. D'accord? Alors, là, j'ai tout à l'heure parlé d'un référentiel galiléen. Un repère galiléen, c'est quoi? C'est un repère en translation rectiligne et uniforme par rapport à un repère absolu. Je tiens à dire que dans la nature, il n'y a pas de repère absolu. Il n'y a pas de repère galiléen. On fait que des approximations. Si vous pensez au repère terrestre lié à la Terre, lui, il n'est pas galiléen parce que son origine, il tourne. Le repère géocentrique dont l'origine, c'est le centre de la Terre lui-même, il n'est pas galiléen. Le repère de Copernic dont l'origine, c'est le centre de gravité du système solaire, lui, il n'est pas galiléen. Donc, ce qu'on fait, que juste des approximations,
si on a un mouvement d'un corps d'une bille au voisinage de la surface de la Terre, on suppose tout simplement que le repère terrestre, lui, il est galiléen. Alors maintenant, on va passer au principe fondamental de la dynamique. Alors, Newton, il va partir de la deuxième conclusion obtenue par Galilée. Les boules, ils s'arrêtent à cause des frottements. Et il va se poser la bonne question. Et il va dire, hein, si la boule, il s'arrête, c'est qu'il y a une variation de la vitesse. Et il va dire quelle est la relation qui peut exister entre les forces et la variation de la vitesse. Il a posé la bonne question. Et il a dit que la relation la plus simple, c'est une proportionnalité. C'est-à-dire que F est égal à alpha delta V. D'accord? Puis il a posé, hein, après des tests, il a posé alpha est égal à M sur delta T. Ah, là, il manque un delta V. Pardon. Hein? Et M delta V, c'est rien que delta P, hein, sur, c'est delta P. Hein? Et ici, sur delta T qu'il a introduit auparavant. Comme étant un grand mathématicien, il a inventé pour cela le calcul différentiel avec Leibniz. Suivant deux chemins différents, il va poser que F est égal à D de P sur dt, dans un référentiel galiléen. P, c'est la quantité de mouvement, M fois la vitesse. Alors, lorsque la masse il est constante, ça donne F est égal à M gamma de G. D'autre part, il va écrire que le moment dynamique, qui est égal à AP vectoriel M gamma, ça donne AP vectoriel F. Hein? Et ça, hein, il sera regroupé par la suite, hein, sous forme de torseur. Vous avez M gamma P delta en A de P, hein, M gamma est égal à F, et le moment dynamique est égal au moment de la force. Et ça donne le torseur dynamique est égal au torseur, ça, dans le cas d'une particule. Par la suite, il va étudier un système de particules, hein, et il va étendre le résultat. Ce résultat-là sera étendu à un système matériel composé de plusieurs solides, hein, et le principe sera énoncé comme suite. Dans un référentiel galiléen, le torseur dynamique d'un système matériel sigma est égal au torseur des efforts ou bien des actions extérieures agissant sur le système. Donc, finalement, hein, dans un repère galiléen, R0, le torseur dynamique est égal au torseur des actions extérieures. Alors, ce principe, il n'est pas démontré, hein, il est déduit de l'expérience, comme on vient de le voir. D'accord? Hein, il est déduit uniquement des constatations, hein, des expériences. Alors, si vous avez... Hein, alors, l'égalité de deux torseurs doit donner l'égalité des résultantes. C'est ce que... Hein, c'est ce qui donne lieu à ce qu'on appelle les théorèmes généraux. Alors, si vous avez le torseur dynamique qui est égal au torseur des actions extérieures, ça veut dire que M gamma G delta A est égal à ceci. Alors, l'égalité des résultantes, ça donne lieu à ce qu'on appelle le théorème de la résultante dynamique. M gamma G est égal à la résultante des actions extérieures. Et l'égalité de moment, ça donne ce qu'on appelle le théorème du moment dynamique. C'est-à-dire que si vous avez le torseur dynamique qui est égal au torseur des actions extérieures, c'est que M gamma G est égal à la résultante des actions extérieures et le moment dynamique est égal au moment des actions extérieures. Tout simplement. Alors maintenant, hein, on va faire une application sur la toupie. Hein, la toupie, hein, en rotation autour d'un point fixe, il est soumise à... Vous avez deux actions. Il y a la réaction du plan horizontal, il y a le point. D'accord. Si on veut appliquer le théorème du moment, théorème de la résultante dynamique, hein, qui est donc M gamma de G est égal, M gamma de G est égal à P plus la réaction en O. Donc on a besoin de calculer l'accélération de G. Alors on a OG, OG est égal à H suivant Z. H suivant Z, et H c'est une constante. G c'est le centre de gravité. Alors maintenant, la vitesse de G par rapport à R0 est égale D sur dt Hz par rapport à R0. Et Z, il fait partie du repère R2. D'accord? Donc la dérivée de Z
par rapport à R0, c'est oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel Z. Alors, ça donne H. Alors, le oméga écrit dans R2, c'est θ point. Oméga de R2, psi point sinus θ, psi point cos θ. Alors, vectoriel Z, Z c'est 0, 0, 1. Ça donne H. Alors, si je barre la première composante, donc ça me donne psi point sinus θ. Je barre la deuxième moins θ point. Et la dernière, ça donne 0. Alors, donc la vitesse de G, vous voyez ici, il est écrit dans la base de R2. Pour calculer maintenant l'accélération gamma, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à R0. Alors, la vitesse, il est écrite dans R2, donc on va appliquer la formule de Bohr, changement de repère. Donc, c'est la dérivée par rapport à R2, plus oméga de R2, vectorielle la vitesse de G. Alors, ici, si je dérive par rapport à R2, la dérivée par rapport à R2, je dérive que les composantes. D'accord? Ça me donne ça. Je dérive que les composantes plus oméga de R2 vectoriel la vitesse. Ce vecteur-là, il est donné ici. Alors, pour le deuxième, alors, je barre la première, ça me donne H. Je barre la première composante, ça me donne ici 0, moins, donc H, psi point, θ point cos θ. Je barre la deuxième, ça me donne H, psi point carré, sinus θ cos θ. Et alors, et la dernière composante, ça me donne ici, ça me donne moins θ point au carré, moins psi point carré, sinus carré de θ. Alors, j'applique le théorème de la résultante dynamique, M gamma, donc ça, gamma c'est bien ça. Ah, ici, il y a une faute, il manque un moins ici, hein. Moins θ point carré plus psi point carré. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a disparu. Pareil aussi, là, il manque un moins aussi. Hein. Ici, il y a un moins. Je vais corriger, je vais vous envoyer le PowerPoint. Hein. Donc j'aurai M gamma, MH est égal au point plus la réaction en haut. Alors, le poids, c'est moins mg. Alors là, il y a un moins qui manque aussi, moins mg z0. Alors, et le z0, il faut le décomposer dans R2, parce que gamma, il est écrit dans R2. Alors, la réaction en A, il a trois composantes, dans R2, RU, RW, RZ. Alors, si je veux appliquer le théorème du moment dynamique, le moment dynamique, on l'a déjà calculé la semaine dernière, le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique et ça donne ça. Ça, c'est le moment dynamique, est égal au moment du point de la pesanteur et au moment de la réaction en haut. Alors, pour la réaction, c'est ponctuel. Donc, ça, le moment en haut de la réaction en haut, ça va faire OO vectoriel RO, ça fait 0. Donc, il reste juste le moment du point. Donc, ça fait OG vectoriel P. Donc, ça fait HZ, OG c'est HZ vectoriel moins MGZ0. Alors, Z vectoriel Z0, ça fait moins sinus θ U. Moins sinus θ U. Moins avec le moins, ça disparaît. Donc, et on a le résultat là. D'accord? Donc, on a égalité de composantes. Cette composante est égale à celle-là. Les deux dernières, elles sont égales à 0. D'accord? Vous voyez, c'est une équation. Hein, ce sont des équations un peu compliquées. Hein, on ne peut pas les intégrer facilement. Parfois, pour cela, on recourt à une astuce. D'accord. Alors, d'abord, pour le bilan. Le bilan, on a combien d'équations? On a 6 équations. 1, 2, 3. Le théorème de la résultante donne 3 équations. Le théorème de moment dynamique, il donne 3 équations. Donc, ça fait 6 équations. Alors, pour les inconnus, il y en a combien? Il y a les inconnus cinématiques, psi, θ et phi. Il y a la réaction en haut avec 3 composantes. Donc, c'est un problème, mathématiquement bien posé avec les conditions initiales, évidemment. Mais il est difficile à résoudre. Alors, pour cela, on va chercher des intégrales premières, c'est-à-dire des constantes du mouvement. Alors, vous voyez, hein, la dernière équation, vous avez d sur dt de ça est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi point plus psi point cos θ est égal à une constante. Et cette constante, on la note R0.
Hein? Dans la littérature, on la note R0. Alors, ici, point plus psi point cos θ, c'est quoi? C'est la troisième composante de oméga. C'est oméga scalaire Z. D'accord? Alors, maintenant, le moment cinétique scalaire Z, ça donne I au Z est égal à R0. Autrement que même la troisième composante du moment cinétique est égale à une constante du mouvement. C'est une intégrale première. C'est une constante du mouvement, on l'appelle intégrale première. Alors maintenant, pour la deuxième équation, là, pour cette deuxième équation, alors si on remplace ça, phi point plus psi point cos θ par R0, la deuxième est égale à 0. Phi point plus psi point cos θ, on va le remplacer par R0. Alors, et la dérivée de ça donne quoi? Ça donne psi de point sinus θ plus psi point θ point cos θ, qu'on va ramasser avec celui-là. Donc, ça donne finalement IOX psi de point sinus θ plus 2 IOX psi point θ point cos θ. Ici, moins IOZ R0 θ point. Ça est égal à ça. D'accord? Alors, si je multiplie cette équation-là, cette équation, je la multiplie par sinus θ. Donc, ça va me faire ici sinus carré de θ, 2 sinus θ cos θ, moins I au Z, R0, θ point sinus θ. Et c'est rien d'autre que la dérivée de I au X plus psi point sinus carré de θ plus I au Z, R0 cos θ. Hein? Si je multiplie ici par sinus θ, ça me donnera ça. Ben, ce qui veut dire que I au X, psi point sinus carré de θ plus I au Z, R0 cos θ est égal à une constante. Alors, I au Z, c'est quoi? C'est sigma I au Z. Hein? C'est la composante, c'est sigma au Z, hein, que je vais remplacer. Alors là, psi point. Donc là, j'ai psi point est égal à quoi? C'est K moins I au Z R0, c'est sigma au Z cos θ, divisé par I au X sinus carré de θ. Donc si je connais θ, je peux avoir le psi point. En fait, on recourt aux intégrales premières parce qu'on ne peut pas résoudre le problème d'une manière exacte. D'accord? Alors, pour la première équation, ben, il est compliqué. On va voir lors de la prochaine séance comment la remplacer par une autre équation qui est l'intégrale première de l'énergie cinétique. Alors, maintenant, on va voir comment écrire le principe fondamental de la dynamique dans un repère qui n'est pas galiléen. Alors, si vous avez un système en mouvement dans un repère R0, un système sigma en mouvement dans un repère R0, le théorème de la résultante dynamique vous dit que M gamma de G est égal, M gamma de G par rapport à R0 est égal à la résultante des actions extérieures. D'accord? Parce que R0, il est galilien. Alors, si vous décidez d'introduire un repère relatif R', d'accord, d'origine O' et de base X', Y', Z'. Alors, gamma de G par rapport à R0, gamma absolu va être égal, c'est gamma d'entraînement, gamma Coriolis plus gamma relatif est égal à R. Alors, ici, de ce côté-là, je vais retenir M gamma relatif va être égal la résultante extérieure moins M gamma d'entraînement moins M gamma C. Alors, donc, dans R', vous voyez, alors, M gamma relatif, c'est M gamma de G par rapport à R'. D'accord? Alors, ici, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle les efforts d'inertie, d'entraînement et de Coriolis. Donc, M gamma relatif est égal à la résultante des actions extérieures vraies, plus ces actions-là d'inertie, d'entraînement et de Coriolis. Alors, maintenant, pour le théorème du moment dynamique. Alors, le moment dynamique du système par rapport à R0 est égal au moment des actions extérieures. R0, il est galilien, donc le moment dynamique est égal au moment des actions extérieures. Alors, ceci implique, alors le moment dynamique est égal à quoi? C'est l'intégrale de AP vectorielle gamma P, gamma de P par rapport à R0 dm.
Alors, gamma de P par rapport à R0, c'est gamma absolu, qu'on peut écrire comme étant gamma d'entraînement, gamma Coriolis, gamma relatif, est égal à ce terme-là. Alors là, de ce côté-là, je vais retenir uniquement AP vectoriel gamma relatif. C'est l'intégrale de AP vectoriel gamma relatif, dm, et ça est égal au moment extérieur moins ces deux termes-là. L'intégrale de AP gamma d'entraînement, l'intégrale de AP gamma de Coriolis. Alors, l'intégrale de AP vectoriel gamma relatif, ça c'est le moment dynamique par rapport à R'. Donc, il est égal au moment des actions extérieures. Et ça, c'est le moment des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis. AP vectoriel gamma d'entraînement, AP vectoriel gamma de Coriolis. D'accord? Alors, ce qu'on vient, ce résultat-là, celui-là et celui-là, on va le regrouper dans une écriture torsorienne. Vous avez M gamma relatif est égal, M gamma de G par rapport à R' est égal, la résultante extérieure, force d'inertie d'entraînement, force d'inertie de Coriolis. Le moment dynamique est égal au moment des actions extérieures, plus le moment des forces d'inertie d'entraînement, plus le moment des forces. On peut regrouper tout ici, que le torseur dynamique de sigma par rapport à R' est égal au torseur des actions extérieures, plus le torseur des efforts d'inertie d'entraînement, plus le torseur des efforts d'inertie de Coriolis. Donc, comme vous le voyez, dans un repère qui n'est pas galiléen, un repère relatif, l'écriture du principe fondamental, c'est presque la même, sauf avec cette différence-là. On rajoute les efforts d'inertie d'entraînement, on rajoute les torseurs des efforts d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Alors, et le principe fondamental de la dynamique dans un repère non galiléen, il est énoncé sous cette forme-là. Dans un repère non galiléen, le principe fondamental de la dynamique s'écrit de la même façon que dans un repère galiléen, sauf qu'on rajoute les torseurs des efforts d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Alors maintenant, on va voir comment le dernier principe, il y en a trois, le principe d'inertie, principe fondamental, et le troisième, c'est le principe de l'action et de la réaction. Alors, si vous avez deux solides, sigma 1 et sigma 2, ou bien deux systèmes, sigma 1 et sigma 2 en interaction mutuelle, c'est-à-dire l'interaction mutuelle, elle peut correspondre soit à un contact direct, comme dans ce cas-là, ou bien à une interaction à distance, ou bien via un contact via un corps de masse négligeable, un fil ou bien un ressort. Donc, lorsqu'on parle d'interaction mutuelle, on sous-entend ceci, ces trois cas-là. Contact direct, interaction à distance ou bien interaction via un corps de masse négligeable. Alors, le principe fondamental, le principe de l'action et de la réaction, il s'énonce comme suite, c'est que la somme, il dit que la somme des torseurs des actions d'interaction mutuelle entre deux systèmes, il est nul. C'est-à-dire que le torseur de T de 1 sur 2 plus le torseur de 2 sur 1 plus le torseur de 1 sur 2, il est égal à 0. D'accord? Alors, et ce résultat-là, il peut être démontré. C'est un principe, mais on peut le démontrer en utilisant le principe fondamental de la dynamique. Si vous voulez vous amuser, vous l'avez, la démonstration, il est donné là. Alors, en fait, si vous appliquez le principe fondamental de la dynamique à sigma 1, au premier solide, ça donne le torseur dynamique est égal au torseur de l'extérieur agissant sur sigma 1 plus le torseur de 2 sur 1. Si vous appliquez le principe fondamental de la dynamique au torseur 2, au solide 2, il s'écrit sous cette forme-là. Le torseur dynamique de sigma 2 par rapport à R0 est égal au torseur de l'extérieur sur sigma 2 plus le torseur de 1 sur 2. Alors maintenant, si vous appliquez le principe fondamental de la dynamique au système formé par sigma 1 et sigma 2, ça donne le torseur dynamique de sigma 1 union sigma 2 par rapport à R0 est égal au torseur de l'extérieur agissant sur sigma 1 union sigma 2.
Alors, remarquez maintenant, si vous faites la somme de cette équation et de celle-là, ça vous donne le torseur de sigma 1, le torseur dynamique de sigma 1, plus le torseur cinématique de sigma 2 est égal, alors, les seconds membres, torseur de 2 sur 1, torseur de 1 sur 2, le torseur de l'extérieur sigma 1, plus le torseur de l'extérieur sur sigma 2. Alors, le torseur dynamique de sigma 1, plus le torseur dynamique de sigma 2, c'est le torseur dynamique de sigma 1 union sigma 2. Et ça est égal à quoi? Est égal, ces deux-là, je les laisse, le torseur de sigma 2 sur sigma 1, plus le torseur de sigma 1 sur sigma 2, plus le torseur de l'extérieur sur sigma 1 union sigma 2. Alors, si je compare ça avec ça, j'ai bien, ce torseur dynamique est égal à celui-là, donc forcément, cette somme-là, elle est égale à 0. La démonstration, elle est simple, elle n'est pas difficile. Alors, maintenant, on va passer à un exercice d'application, l'exercice numéro 1 de la série 4, si vous n'avez pas de questions.